de cimetière indien sous l'esplanade de Grenoble, mais une chapelle et un ensemble funéraire datant du XVIe siècle. Les fouilles en cours retardent un peu les travaux du futur parc d'entrée de ville. Le Climat Libétour fait halte à la MC2 de Grenoble pour 2 jours. Experts, chercheurs, artistes, cuisiniers ou politiques se demandent comment faire pour encaisser les vagues de chaleur annoncées. Et puis Grenoble abrite depuis mars 2023 une cellule pour lutter contre la prostitution des mineurs. À sa tête, Clélia Marbouti, substitut du procureur au service famille du parquet de Grenoble. La magistrate est l'invitée de ce JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 4 octobre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. En attendant la foire des rameaux et le train fantôme, ce sont des squelettes qui font l'actualité en ce moment sur ou plutôt sous l'esplanade de Grenoble. Probablement des pensionnaires d'un ancien ermitage de Saint-Jérôme datant de 500 ans environ, mis à jour par des fouilles préventives qui précèdent le chantier du projet de parc urbain. Jérémy Pinard. Sous le bitume de l'esplanade, un site archéologique mis au jour. La chapelle, découverte sous l'emplacement de la foire des rameaux, serait vieille d'environ 5 siècles. Après un premier diagnostic en 2022, l'Institut national de recherche archéologique préventive réalise une deuxième session de fouilles. 20 mètres carrés au total sont investigués, une surface sous laquelle se trouve l'édifice religieux, mais aussi des squelettes inhumés de nombreuses années en arrière. Là, pour l'instant, on en a 5. Donc il y en a qu'on voit en couple, qui ont déjà été trouvés durant le diagnostic. Pour l'instant, on en a 5. Après, l'objectif sera d'aller voir est-ce qu'il y en a encore en dessous et de voir les phases d'inhumation et la composition de ce petit ensemble funéraire. La chapelle retrouvée serait probablement un ermitage construit entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Alors dans une chapelle de ce type, si c'est effectivement l'ermitage auquel on pense, ce sont des pratiques religieuses plutôt solitaires ou plutôt en petits groupes d'ermites qui sont là pour se recueillir, pour vivre un idéal de vie christique dans une marge de la société. Ils habitaient peut-être ici également. On sait potentiellement qu'il y avait une maison attenante à cette chapelle. Mais il pouvait y avoir aussi du passage. On est à côté de la route de Lyon, donc il peut y avoir des fidèles qui viennent ici. L'ermite vit en partie d'aumône, donc il y a aussi un lien avec l'extérieur. Une fois les fouilles préventives terminées, les prélèvements seront envoyés au Centre régional d'archéologie pour être étudiés. Des fouilles initiées par la ville dans le cadre du projet de réaménagement de l'esplanade, lancé bien des années avant. Les travaux doivent alors attendre un peu avant de commencer. À partir du moment où on a décidé, en lien avec les autorités de l'État et les chercheurs compétents de prescrire ces fouilles, oui, on est obligé de respecter un certain délai aujourd'hui qui permet de réaliser le plus de découvertes possible aujourd'hui dans une temporalité qui reste raisonnable. Toutefois, ces fouilles aujourd'hui ne contrarient pas le fonctionnement régulier des événements de la ville et notamment de la foire des rameaux qui aura bien lieu comme prévu en 2025 au mois d'avril. Et les travaux plus conséquents ensuite d'aménagement du parc de l'esplanade commenceront. Des fouilles à la charge de la ville de Grenoble pour un coût avoisinant les 600 000 €. Le calendrier prévoit la fin de l'aménagement de l'esplanade pour 2027. Et des visites de chantier de ces fouilles sont proposées les 16 et 23 octobre. Des visites gratuites, mais sur réservation via le site de la ville. La commune de Créambel donne en émoi après la découverte de 2 corps jeudi au domicile d'une des victimes. Une femme de 26 ans, un homme de 29 ans, atteints chacun d'une balle dans la tête. Il s'agit d'un ancien couple séparé depuis la condamnation de l'homme pour violence conjugale en 2022. Le parquet de Grenoble a indiqué qu'une enquête pour homicide avait été ouverte et qu'une 3e personne était recherchée. Âgée de 98 ans, la grand-mère de la jeune femme qui semblait dormir au moment des coups de feu a été prise en charge par les secours. À la fin de ce JT, ne manquez pas la météo du week-end, mais à plus long terme, le GIEC nous promet une augmentation de 4 degrés d'ici 2100. Comment encaisser les conséquences d'un tel réchauffement? Comment travailler, se déplacer, s'amuser dans les villes en surchauffe? Par quelles mesures protéger les plus fragiles? Des sujets pour le climat Libétour depuis ce vendredi et jusqu'à samedi soir à la MC de Grenoble pour réfléchir, quel que soit son âge, à ces thématiques qui nous concernent tous. Comme Lucie, elle a dit, il faut essayer de peindre les maisons en blanc parce que le blanc, ça reflète le soleil. Et plus le soleil il se fait refléter, en fait, il y a moins de chaleur sur la Terre. Donc du coup, la Terre, elle réchauffe mieux. S'engager, ce serait trouver des solutions pour l'écologie en général et les inégalités.
et du coup essayer vraiment de les questionner sur des questions de déplacement, sur des questions de logement, sur des questions d'eau, et vraiment de les questionner sur comment ils se projettent à Grenoble. Le Climat Libé Tour, c'est 2 jours de débat. Et demain, il y aura des débats sur les inondations, sur le climat évidemment, sur la forêt, sur les thématiques de l'eau. Donc il y a toute la journée, vous pouvez venir à la MC2 de Grenoble pour échanger et surtout écouter des experts qui seront sur des tables rondes. En Europe, en France, on a la chance d'avoir des politiques qui sont éclairées par les connaissances scientifiques, parmi d'autres sources. Et ça nous a permis de progresser quand même en matière d'environnement, de climat et en particulier de biodiversité. Malheureusement, ce qu'on voit aussi, c'est que la décision politique, elle n'est pas influencée que par la science. C'est illustré par des reculs qu'on voit malheureusement fréquemment maintenant. Et donc, en cela, c'est très important pour les scientifiques de communiquer avec un public le plus large possible et surtout pas juste communiquer dans un sens, mais entrer en dialogue et avoir des échanges. Et au programme samedi, quelle culture, quel futur? La forêt brûle-t-elle ou un mini-concert de Jeanne Chéral? L'avenir des stations, du ski, une des thématiques abordées lors de ces journées. Et ce vendredi, dans le QG politique concernant l'Alpe du Grand Serre, avec Marie-Noëlle Battistel. La députée iséroise se bat depuis longtemps pour que la station ne meure pas. Mais la communauté de communes de la Matésine, qui a déjà dépensé depuis 2017 près de 2 800 000 €, pourrait bien, ce vendredi soir, décider d'arrêter les frais en ne signant pas de délégation de service public pour les remontées mécaniques. La station serait alors condamnée à fermer définitivement ses pistes. Je n'ose même pas penser qu'on puisse voter ce soir contre la prolongation de la station, parce que ça impacte tellement humainement. C'est au-delà des tableaux de chiffres, c'est vraiment des femmes et des hommes qui vivent de cette station. On a beaucoup de plus réactifs. On a entendu assez récemment les agriculteurs qui sont plus réactifs et qui nous disent, nous, c'est 60% de nos revenus, ils sont l'hiver. Et donc, si on n'a pas l'hiver pour boucler notre budget de la ferme, on ferme l'exploitation. Donc, on va se retrouver avec des exploitations qui vont fermer, des commerces qui fermeront dans ce village, et le village un peu quand même abandonné. Donc, tout ça, c'est pas que on ne pourra plus aller faire du ski à l'Alpe du Grand Serre. C'est aussi, il y a toute une économie autour du ski qui touche vraiment le territoire et le commerce et la vie locale. Retrouvez l'intégralité du QG politique avec Marie-Noëlle Battistel vendredi à 21h15, samedi à 9h15 et dimanche à 17h30. Il, mais surtout elle, serait une cinquantaine de mineurs prostitués dans l'agglomération grenobloise. Une cellule de suivi et de traitement de ces situations existe. Elle a été mise en place en mars 2023 à Grenoble. Près d'1 an et demi après, un colloque a eu lieu la semaine dernière avec les acteurs concernés pour faire le point. On va parler de cette situation avec vous, Clélia Marbouti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes substitut du procureur au service famille du parquet de Grenoble, en charge de cette cellule. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, est-ce que l'on sait combien on compte de mineurs prostitués dans ce territoire du sud grenoblois? Oui, effectivement, le colloque a permis de faire le bilan de ces situations. Donc aujourd'hui, on a à peu près 70 mineurs qui sont répertoriés, majoritairement des filles, comme vous l'avez rappelé. On a 2 garçons aujourd'hui qui sont parmi nos recherches et nos signalements. Et on a majoritairement des filles qui sont pour la plupart en situation de fragilité, qui sont suivies par des juges des enfants et en tout cas qui ont un accompagnement aujourd'hui qui est mis en place. Comment vous les avez repérés? Alors au départ, c'est l'éducation nationale qui nous a surtout alertés sur ces situations-là en nous indiquant que peu de choses étaient faites pour elles. Et donc, on a mis en place cette cellule pour que chacun puisse faire remonter ces situations par le biais des signalements. Et donc, au fur et à mesure, depuis effectivement mars 2023, on a répertorié toutes ces situations une par une. Ce sont des enfants qui vont quand même de temps en temps à l'école? Oui, il y en a qui restent scolarisés, mais c'est vrai qu'il y a un point commun quand même chez ces mineurs, c'est qu'on est sur des situations de déscolarisation et puis de perte de lien avec le système de manière plus générale. Ils ont quel âge à peu près? C'est pas que des jeunes filles qui approchent l'âge de 18 ans? Non, alors la plus jeune au sein de la cellule, elle a 10 ans. Et ça va effectivement jusqu'aux 18 ans, mais on est sur une moyenne en général de 16 ans pour ces mineurs-là. Comment ça a commencé pour elles, la prostitution?
Alors au départ, on est sur des jeunes qui sont en situation de fragilité au sein de la famille, avec un vécu assez abandonnique, des carences affectives. Ce qui a en commun aussi, c'est qu'on est souvent sur des jeunes qui ont vécu des traumatismes d'ordre sexuel, avec soit un viol, soit une agression sexuelle, soit même une forme de harcèlement sexuel. Et puis, on est sur cette perte de lien qui fait qu'au bout d'un moment, elles vont faire une rencontre qui les oriente vers ça, que ce soit des proxénètes ou au sein même des foyers aussi parfois, les foyers de l'enfance, où elles se rencontrent entre elles, et ce qui fait une forme d'enchaînement sur ces activités de prostitution. Est-ce que toutes ont bien conscience de la gravité des faits ? Alors la difficulté avec ces mineurs-là, c'est qu'elles ne se considèrent pas comme des victimes. C'est souvent ça qui ressort, c'est qu'elles estiment que c'est finalement pas si grave d'en être arrivées à ces situations, et elles ont un rapport au corps qui est assez dégradé. Donc en réalité, elles n'ont pas vraiment conscience de la gravité, mais justement le fait qu'on puisse les prendre en charge et qu'on ait des intervenants qui soient sensibilisés sur la question, on y travaille pour qu'on puisse arriver à leur faire dire qu'effectivement elles sont victimes et qu'on les considère comme telles. Donc vous coordonnez un petit peu cette cellule au tribunal de Grenoble, mais il y a évidemment bien d'autres acteurs, ça va de la police aux associations. Oui, justement, cette cellule réunit les différents acteurs qui travaillent sur cette question-là. Donc on a évidemment le conseil départemental, la métropole, les associations spécialisées. Et puis on a réuni aussi le service du tribunal pour enfants, les services d'enquête, la médecine légale aujourd'hui, et puis là la Maison des femmes qui va nous rejoindre assez récemment. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment une coordination, et c'est ce qui se passe vraiment. On rebalaye les différentes situations à chaque fois qu'on se réunit, à peu près toutes les 6 semaines, pour voir ce qui a évolué, pour voir qui prend en charge tel mineur, et pour pouvoir faire avancer les choses tant du point de vue éducatif, parce que la première priorité, c'est effectivement de les protéger et de les prendre en charge, mais aussi du point de vue judiciaire, pour qu'il puisse y avoir des enquêtes qui avancent avec des résultats au bout en termes de condamnation. La semaine dernière, d'ailleurs, je crois que des proxénètes ont été condamnés. Oui, on a eu effectivement vendredi dernier 2 condamnations pour 2 proxénètes. C'était une situation qu'on suivait depuis un moment au sein de la cellule, avec une jeune qui avait été prise en charge tant par le conseil départemental que par la protection judiciaire de la jeunesse, par les associations spécialisées. Et donc on a eu une enquête qui a été dirigée par la brigade de la Mure et qui a été assez rapide, parce qu'en 4 mois, on a eu les interpellations. Et puis on a eu une condamnation la semaine dernière, avec notamment pour le principal proxénète, une condamnation de 4 ans, dont 1 an avec sursis probatoire, ce qui était quand même assez significatif, et ce qui vient marquer le fait qu'on est sur des faits qui sont extrêmement graves, et avec aussi une prise en charge en termes d'indemnisation financière, parce que la jeune a eu aussi une certaine somme pour pouvoir avoir un début de réparation de son préjudice, et puis pour surtout être toujours accompagnée et essayer de sortir définitivement de la prostitution. Qu'est-ce que vous proposez justement à ces jeunes, un nouveau lieu de placement, ou parce que s'ils sont tombés dans la prostitution, c'est parce qu'ils sont tout seuls, démunis? Alors la question des placements, elle se pose nécessairement parce qu'on est souvent sur des cas où il faut effectivement les éloigner, mais on est aussi assez attentif, parce qu'on sait très bien que les lieux de placement sont aussi des lieux qui parfois les mettent plus en danger. Donc on travaille vraiment avec le juge des enfants pour avoir la meilleure des solutions. Si ça peut tenir au domicile, on essaye de les maintenir avec un accompagnement qui est renforcé. Et ça peut passer par des éducateurs, comme on l'entend assez classiquement, mais surtout par le renfort des associations spécialisées comme l'Amicale du Nid ou Altea, qui travaillent sur Grenoble et qui ont une approche bien plus sensibilisée sur ces questions-là. Et donc à chaque fois qu'on a ces acteurs qui viennent en plus aider ces jeunes filles, on a des résultats qui sont encore plus significatifs. Est-ce que la cellule s'occupe, entre guillemets, aussi des clients ? Alors oui, effectivement, de toute façon, dans les enquêtes, on va aussi avoir une recherche pour identifier les clients qui vont aussi être soumis à des poursuites pénales. Là, ça a été le cas aussi dans le dossier de la semaine dernière, parce qu'on va venir poursuivre nécessairement aussi les consommateurs de cette prostitution des mineurs. Ça reste aussi l'un des objectifs de la cellule, tant les proxénètes que les clients. Merci beaucoup, Clélia Marbouty. Je rappelle que vous êtes substitut du procureur de la République de Grenoble en charge de la cellule de lutte contre la prostitution des mineurs. Merci.
Dans l'agenda, quand j'étais petit, la série des films du Petit Prince débarque dans le pays voironnais. Découvrez 2 épisodes avec Thérèse et Jacques samedi après-midi au cinéma Passerelle les écrans à Voiron, avec ensuite la projection du documentaire Lucie après moi le déluge. Cette paysanne du haut plateau d'Ardèche, cousine éloignée de la réalisatrice Sophie Loridon, qui a construit sa vie autour du travail et de la nature. Grâce à son sens de l'humour, conjugué au bon sens, une balade dans un univers fait de simplicité qui nous ramène à l'essentiel. Un film salué par la critique. Et dimanche, c'est soirée montagne sur Télé Grenoble avec à 21h Blotch, un film de Nicolas Alliot qui retrace l'épopée de l'alpiniste parapentiste violoniste. 4 mois à travers le Tadjikistan, le Pakistan, l'Inde, le Népal, le Sikkim et l'Arunachal Pradesh jusqu'à la frontière birmane. Des doutes, des efforts, des vols et des rencontres au cœur des paysages de l'Himalaya. Aujourd'hui, dans Si on parlait avec Lucille Dailly, une première mondiale, un agriculteur et son gendre ont traversé l'Atlantique en ULM. Ils nous racontent leur aventure de Cessieux à Oshkosh, aux États-Unis. La traversée de l'Isère en canoë-kayak, c'est aussi une aventure et la discipline fait mouche. Après les médaillés français au JO, rencontre avec le GAC. Et puis certains crèvent l'écran pour vivre l'aventure grâce à un Grenoblois qui connaît un beau succès avec le jeu vidéo qu'il a créé. Il est entièrement gratuit. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Jazia Satour et Pierre-Luc Jamin. Le duo sera en concert samedi soir à l'Espace Navarre de Champs-sur-Drac. Belle soirée et excellent week-end à tous.